Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous de l'émission Café Mort, votre émission, les lundis et vendredis à 20h. Alors ce soir, nous allons accueillir un ancien, pas qu'il soit vieux, il est toujours jeune, il est toujours allant, il a toujours plein de projets, mais comme il était déjà à la marche pour l'égalité, ça fait un peu plus de 30 ans qu'il est dans les starting blocks et qui continue toujours à se battre et qui avec toujours autant d'engagement et de passion. Samuel Thomas, bonsoir. Bonsoir Akli. Alors, très heureux de t'accueillir parce que ça fait quand même un peu plus de 30 ans que tu es en mouvement là-dessus, sur la discrimination, ton combat, tu tiens depuis toujours, quoi. Oui, je crois que c'est un combat qui nécessite vraiment de la persévérance. Si on regarde les Noirs américains qui ont un jour ou l'autre fait aboutir leur combat, il a fallu qu'ils le mènent pendant 30-40 ans. Ceux qui ont combattu pour faire cesser le système colonial, ils ont combattu pendant toute leur vie 30-40 ans. Donc il faut bien toute une vie entière pour lutter pour l'égalité, pour faire aboutir un certain nombre de combats. Les combats sont jamais acquis définitivement, parce qu'il y a toujours un retour d'extrême droite qui est possible, mais en tout cas, on essaye de faire aboutir les combats avec la persévérance et l'engagement. Ouais. Alors toi, Samuel, t'es né où? T'as grandi où? Voilà, parler un peu de toi, de ton parcours. Alors moi, je suis né dans le sud de la France, dans la Drôme, et c'était donc un environnement rural, urbain, et avec beaucoup de gens qui étaient des Parisiens qui étaient venus s'installer là-bas pour monter un projet un peu type post-68. Et donc j'ai grandi dans un environnement très politique, très engagé. C'est naturellement qu'à l'adolescence, au lycée, j'ai voulu rejoindre les grands mouvements nationaux. Donc j'ai participé à la marche pour l'égalité de 83, à des mouvements plus de tendance anti-système militaire, non même, enfin, contre l'armée, contre le système militaire. Donc un engagement un petit peu radical, enfin pas radical au sens on ne prenait pas les armes, mais en tout cas une détermination à dénoncer un certain nombre de systèmes d'injustice et d'oppression. Et puis de là, quand je suis parti à l'université à Grenoble, l'engagement il s'est fait dans le milieu étudiant, beaucoup plus, avec toujours des combats antiracistes, notamment pour les Kanaks. Et puis bon, le SOS Racisme qui se lançait à ce moment-là, et donc tout le développement des badges, Touche pas à mon pote, la mobilisation pour les concerts, etc. Et puis le mouvement étudiant. Et le mouvement étudiant a été déterminant pour moi, parce que d'un seul coup, j'avais vraiment l'impression que une grande majorité des jeunes de ma génération étaient d'accord avec moi. Jusque-là, j'avais toujours le sentiment d'être un marginal, de porter cet idéal d'égalité. Et puis d'un seul coup, tu es dans un mouvement fantastique où il y a des milliers d'étudiants qui sont engagés avec toi, qui veulent refaire le monde tous les jours et qui sont prêts à se mobiliser en masse par millions pour aller sur Paris, manifester, etc. Le sentiment d'avoir une jeunesse qui est vraiment éprise des valeurs d'égalité. Alors même après, quand on se retrouve tout seul à mener ces combats-là, eh ben, on sait qu'il y avait une majorité de la jeunesse qui était avec vous. C'est un petit peu comme les grands concerts d'SOS Racisme, ça dure une journée au mois de juin, mais d'un seul coup, tu as 300 000, 500 000 personnes qui sont d'accord avec toi, tu te dis, bon, finalement, je ne suis pas tout seul. Ce qui fait que tout le reste de l'année, tu peux ramer, tu peux avoir l'impression de te réunir à 10, à 15, à 50, mais qu'en réalité, il y a une grande majorité de la population française qui est d'accord avec toi et qui est prise des mêmes valeurs, du même idéal. Donc cet engagement-là étudiant a été très très fort, et d'ailleurs il a marqué beaucoup de militants de cette époque-là qui après ont continué de faire de la politique toute leur vie parce que leur engagement d'étudiant a été déterminant. Mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette époque-là, justement? Parce que, avant de passer à la Fédération des Potes, parce que depuis que tu as été président de la Fédération des Potes, tu as complètement impulsé autre chose, quoi. Tu as une autonomie, une indépendance, parce que c'est qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces années-là, à SOS, tout ça, de ce combat et tout, parce que tu dis, il y a toujours plein de polémiques, ce truc, et surtout le combat antiracisme. Tu gardes quoi comme souvenir là-dessus, toi, qui a un regard aujourd'hui un peu acerbe là-dessus et tout ça, sur ces questions? D'abord que la détermination à faire quelque chose quand on a 18 ans, quand on a 17 ans, quand on a 20 ans, et d'avoir le sentiment qu'on est jeune, et alors on n'a pas on va dire l'humilité de se dire voilà, il faut laisser les vieux, ils connaissent mieux la France pour la faire changer. Non, on est jeune, on veut faire changer la France, et on n'a pas demandé l'autorisation. On peut créer des rapports de force, on peut affronter des ministres, on peut voilà. Et donc une force de la jeunesse qui est incroyable. Et
Et cette unité juifs, noirs, arabes, chrétiens, trotskistes, social-démocrates, catholiques, etc. Cette grande alliance entre toutes les différentes tendances, voilà, humanistes, et d'avoir justement ces tendances-là qui s'expriment dans l'univers étudiant avec les grandes assemblées générales, le Conseil national, les choses comme ça, ou les grandes assemblées politiques des SOS Racisme, qui était le Conseil national de l'époque, ou dans d'autres instances un petit peu équivalentes, il y avait toujours cette diversité des points de vue entre des gens qui s'exprimaient plus en disant « oui mais moi, grosso modo, je suis de la tendance catholique et je m'exprime en charité, en générosité, en humanité. Moi, je suis de la tendance trotskiste, plus radicale pour la révolution et j'exprime des références historiques du combat révolutionnaire, etc. » Donc, il y avait toute cette diversité qui était extrêmement enrichissante. Et ce qui a été pour moi le début de la fin, c'est quand, par exemple, les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire se sont retirés des SOS Racisme en disant « bon, ben, nous, on va aller à ras le front. On ne veut plus aller à SOS Racisme, puisque SOS Racisme, finalement, c'est devenu beaucoup trop des socialistes, donc on se retire. » Et puis, il y a eu différentes périodes après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe de 91, où SOS Racisme avait, avec toute l'extrême gauche, et puis les gauches authentiques, on va dire, combattu la décision de François Mitterrand d'engager la France derrière les États-Unis pour faire la première guerre du Golfe. Là, il y avait aussi après une partie de la communauté juive qui s'était retirée de SOS Racisme. Donc, il y a eu des périodes comme ça où on a perdu une partie de la diversité des forces qui s'étaient engagées dans ce mouvement-là. Et ça a été, après, finalement, un isolement et puis beaucoup moins de diversité de points de vue, alors que la diversité de points de vue, elle était extrêmement enrichissante parce que les gens étaient tous sincères. On avait le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de sectarisme à l'égard de quelqu'un qui ne pense pas comme toi, mais qui est sincère dans son engagement pour l'égalité. Et c'est ce qui après a fait que le mouvement a perdu en intensité, en puissance. Et d'une manière générale, je crois que c'est le problème aujourd'hui de tout le combat antiraciste et de toutes les forces antiracistes, c'est d'être regroupés sur une seule identité politique, voire carrément ethno-culturelle. Vous allez avoir des gens qui vont décider qu'ils vont se réunir qu'avec des gens qui sont vraiment d'accord sur tous les points de vue avec eux et de la même obédience politique ou de la même communauté, en pensant qu'au moins comme ça, ils vont pas avoir de divergence en interne. Alors qu'en réalité, l'enrichissement, c'est d'avoir des divergences, d'avoir des différences de points de vue. À l'époque, il y avait vraiment cet enthousiasme qui était nourri par l'idée qu'on était en foisonnement intellectuel et il y avait beaucoup d'intellectuels qui venaient à la rencontre des militants de base comme moi, qui n'ai pas fait des études à ce moment-là de sciences politiques, mais je faisais de la biologie cellulaire, donc j'apprenais pas la doctrine trotskiste ou la doctrine marxiste à l'université comme d'autres, mais ceux qui l'apprenaient, qui étaient plus investis à l'UNFID à l'époque, venaient apporter en même temps le fruit de leur formation politique pure, et donc il y avait un enrichissement, une vraie éducation populaire. Cette éducation populaire, du mélange entre celui qui analyse l'histoire des combats politiques et celui qui l'a fait, c'est extrêmement enrichissant. Et aujourd'hui, à la Fédération des Maisons des Potes, ce qu'on essaye toujours avec les universités d'automne qu'on organise chaque année, c'est de faire venir beaucoup d'intellectuels et beaucoup de militants engagés pour des combats concrets, et que les intellectuels soient là pour nourrir ceux qui mènent le combat concret. Prenons l'exemple des médecins étrangers qui se battent, les médecins algériens par exemple, qui se battent pour avoir la même paye, le même statut que les médecins français dans les hôpitaux publics. Bon, d'avoir des médecins comme ça qui viennent raconter leur combat, de gagner 700 ou 1200 ou 1500 euros par mois, quand leurs collègues français vont gagner 3000 ou 4000 euros pour faire le même travail, et d'expliquer leur souffrance, d'être isolés, de ne pas être soutenus par les syndicats, de ne pas être soutenus par des législateurs qui veulent faire changer la loi, et bien d'avoir un historien qui vient, comme Daniel Lindenberg, qui vient et qui explique... Donc on salue la mémoire qui est décédée. Daniel qui a beaucoup contribué à ce combat et qui a toujours été quelqu'un de très constructif et de très militant. Qui nous a amené de la pensée politique dans le combat militant et de l'histoire des pensées politiques, et qui nous expliquait qu'en 1936-1937, eh bien, des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, et puis après de Pologne, sont venus en France pour exercer le métier de médecin qu'ils exerçaient avant l'arrivée du nazisme dans leur pays, et qu'en France, l'extrême droite a dit pas de métèques dans la médecine, et qu'il y avait eu des grandes manifestations à Paris
pour empêcher ces médecins autrichiens et allemands et venus de l'Est d'exercer leur fonction de médecin. Et c'est de ce mouvement d'extrême droite qu'est née l'interdiction pour les médecins étrangers d'exercer dans la médecine. Quand on sait ça, on comprend pourquoi un médecin juif à l'hôpital va être le premier à soutenir la grève des médecins algériens à l'hôpital. Parce qu'il sait que la loi qui empêche les médecins algériens d'avoir le même statut que lui, c'est une loi qui était d'abord faite contre les juifs. Et cette rencontre entre les intellectuels et les militants, ça nous permet de situer notre combat toujours dans une histoire et de tirer des enseignements des combats qui ont été menés avant nous. Ça te tient à cœur, puis c'est vrai que tu parles de l'Algérie, je sais que c'est un pays qui te tient à cœur, l'Algérie, pour plein de raisons, mais parce que tu as aussi été là-bas régulièrement, soutenir des actions, des associations, travailler. Toi, Samuel, ça on ne peut pas te reprocher de ton engagement, moi qui te connais depuis très longtemps, ça a été de l'engagement, cette volonté d'essayer de rassembler. D'ailleurs, je crois que, justement, tu parlais de la Fédération des potes, on va venir après sur les actions, mais ton engagement, mais je sais que ça t'a créé des problèmes, parce que comme tu veux inviter vraiment de la diversité, y compris des gens qui ne sont pas d'accord, tu as eu déjà des gens qui t'ont attaqué là-dessus en te disant mais vous invitez des gens qui ne sont pas invitables ou des gens qui ne sont pas recommandables. Il y aurait des gens qui voudraient nous dire la bien-pensance, parce que ce que tu viens de dire sur le parcours des autres, tout ça, à l'époque, c'est d'avoir justement tous ces gens, parce que c'est pas d'oser dire oui à ceux qui sont d'accord avec nous, c'est justement le foisonnement qui va nous faire avancer. On peut avoir des accords profonds sur des choses, mais on peut parler quand même, on peut se respecter, on peut avoir des dialogues sereins ou des débats sereins pour comprendre sans s'insulter. Est-ce que ça t'a pas meurtri ça? Parce que toi, c'est ton souci de toujours avoir donné la parole à tout le monde. Il y a des gens qui vont faire des prestations disant à la fédération. Moi, j'ai été aux universités. Ceux qui veulent intervenir sont les bienvenus. La parole de tout le monde circule, quoi. Oui, et je pense que c'est très important justement de permettre à une jeune génération qui vient et qui est en train de se poser aussi des questions d'orientation, de savoir s'ils vont plutôt, on va dire, être plutôt de telle tendance ou de telle tendance, et qui militent dans les maisons des potes, d'avoir un éventail de tout ce qu'on peut porter comme pensée politique et comme programme politique. Donc d'avoir invité des gens de la France insoumise, qui soient députés aujourd'hui ou qui ne l'étaient pas avant, et de les confronter à des gens qui sont plutôt, on va dire, centristes dans l'échiquier politique, ça permet d'avoir une confrontation. Et sur le terrain de ce que c'est que l'antiracisme universaliste, on ne peut pas, on va dire, considérer d'un seul coup comme ça que ceux qui défendent des pensées qui sont, entre guillemets, identitaires, il ne faut pas les inviter, qu'on ne peut pas discuter avec eux, parce que les pensées identitaires sont contraires aux pensées universalistes. Invitons-les. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut d'abord se regrouper entre noirs pour pouvoir porter un combat, on va leur expliquer de notre point de vue pourquoi c'est absurde. Pourquoi c'est absurde de penser que c'est en réunissant les Noirs dans un combat pour les Noirs qu'on va faire avancer le combat antiraciste. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut se réunir en tant que descendants de colonisés et que c'est comme ça qu'il faut avancer, on va leur expliquer de notre point de vue pourquoi c'est absurde de le faire. Mais il faut inviter les gens pour les contredire. Il faut inviter quelqu'un qui va défendre une pensée, et puis à la fin, on réussit, a priori, à déstabiliser ces gens-là, à leur faire prendre conscience que leur façon de raisonner ne permet pas d'avancer, parce qu'ils se mettent à dos tous ceux qui sont leurs alliés. Je veux dire, considérer qu'on ne peut être un bon antiraciste que si on a la peau mate, par exemple, c'est de se mettre à dos quand même toute une partie des antiracistes qui sont quand même nombreux et qui n'ont pas la peau mate. Bon. Penser qu'on ne peut être antiraciste que si on a soi-même grandi dans une cité ghetto et que celui qui, parce que ses parents y ont échappé, ont réussi à l'élever dans un autre quartier, il n'a aucune légitimité pour parler de la banlieue, de ce qui s'y passe, c'est aussi se mettre toute une partie de la population qui est son allié contre elle. Et quand on s'isole, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner un combat, même si on est acharné, on est déterminé, si on est isolé et si on a tout le reste de la population contre soi. Nous, on a eu l'habitude d'essayer de transformer nos revendications en propositions de loi, et on voit bien la complexité pour faire passer un texte à l'Assemblée nationale ou un amendement. On ne peut pas le gagner s'il n'y a que les 10 députés chevronnés qui sont d'accord avec vous qui votent. Eh ben, ça ne passe pas, parce qu'il faut quand même en réunir une centaine parmi les présents, quoi. Donc il faut bien être capable de ramener des gens derrière un combat. Et même si ce ne sont pas des gens qui sont tous les jours derrière ce combat, il n'y a pas les purs qui mènent ce combat non-stop
qui sont les seuls sur lesquels s'appuyer, et puis ceux qui mènent ce combat que de temps en temps et qu'il faudrait écarter. On a besoin de ceux qui, même s'ils le mènent que de manière très occasionnelle, soient présents au jour des grands rendez-vous. Et voilà. Et puis après, d'une manière générale, dans les périodes où on essaye d'instrumentaliser les musulmans contre les juifs, les soutiens de la Palestine contre les soutiens d'Israël, ceux qui sont plutôt entre guillemets anti-impérialistes ou anti-mondialisation, et ceux qui plutôt un peu isolationnistes, etc. Donc on essaye d'isoler les uns par rapport aux autres, de les opposer. En réalité, on perd en force argumentaire. Donc nous, on invite des gens qui ne sont pas forcément d'accord, par exemple, sur la manière d'avancer dans le conflit israélo-palestinien. C'est des débats qui sont difficiles. On les a fait dans notre magazine Pot à Pot. Mais je me souviens, comme tu disais, des gens qui réagissent en disant « Comment ça se fait que vous invitez un tel ?» Quand on a fait la une du magazine Pot à Pot avec Stéphane Hessel, on a eu une offensive extrêmement violente contre Pot à Pot en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment est-ce que vous osez honorer Stéphane Hessel alors que Stéphane Hessel, sur la question du conflit israélo-palestinien, a pris position plus ou moins pour le boycott des produits produits en Israël, et donc forcément, si vous l'invitez, c'est que vous êtes d'accord avec ça. Non, on invite des gens, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous pouvez vous exprimer dans le prochain Pot à Pot et dire pourquoi vous pensez qu'il ne faut pas boycotter les produits qui viennent d'Israël, mais vous ne pouvez pas considérer que ces gens-là, que vous n'appréciez pas, sont à rayer de la liste des invités ou des gens que vous interviewez. D'ailleurs, en plus, franchement, je comprends que les gens puissent dire, mais taxer Stéphane Hessel de quoi que ce soit d'autre que son combat qu'il a mené de justice, parce que Stéphane Hessel est dans cette lignée. Vous parlez de ces juifs qui ont été victimes et tout ça, et qui disent, justement, il y en a beaucoup des voix qui s'élèvent là-dessus, et c'est pas être contre les... Je trouve pas, et tu as raison, les gens font les amalgames, ils mélangent un peu tout, et on arrive à une tchouk-tchouka. Effectivement, il faut trouver une solution au conflit israélo-palestinien, mais il faudra qu'ils dialoguent de toute façon. Tu ne peux pas le faire sans un dialogue. Il y a pas, je disais, les armes ne règlent pas les problèmes, elles se génèrent davantage. C'est le dialogue, de toute façon, c'est quand le temps de la diplomatie est venu qu'on arrive à avancer. Et Stéphane Hessel, c'est ce qu'il disait, il n'a pas dit autre chose, je pense. Enfin, moi, j'ai lu Stéphane, en plus, il a été quand même, on ne peut pas le soupçonner, il a fait des camps. C'est quand même, et je sais que cette procès a été fait et tout, c'est pour ça que je voulais que t'en parles, parce que je trouve que c'est vrai. Mais ce que tu dis me paraît frapper du bon sens. C'est des gens qui parlent d'universalisme, qui parlent d'humanisme, et qui disent justement, mais ça concerne que telle communauté ou telle chose. Si on est dans l'universalisme et dans l'humanisme, ça concerne tout le monde. Ça concerne tous ceux qui sont épris de justice sociale. Et c'est vrai que aborder ce conflit en commençant à essayer de stigmatiser les uns et les autres, ça ouvre pas les portes à un dialogue serein. Ce que tu fais, d'ailleurs, on va y venir pour peut-être la transition, ce que tu essaies de faire avec cette caravane du truc, c'est d'aller discuter avec tout le monde, y compris d'essayer de convaincre. Et ce que tu soulevais tout à l'heure, toi tu parles du réformisme, celui qui transforme la société, celui avec lequel on va chercher le plus d'alliés, parce qu'une cause est juste et qu'elle est bonne. C'est ça le combat de la fédération que tu essaies d'insuffler actuellement. Oui, à chaque fois qu'on prend, on va prendre quelque chose qui est très terre à terre, mais si vous prenez les enfants à l'école, dans les zones d'éducation prioritaire, dans les quartiers, on se rend compte quand même qu'on n'a pas la même école qu'ailleurs. Qu'on a des enfants qui sont en échec scolaire en plus grand nombre qu'à l'extérieur, et pourtant qu'on a les enseignants débutants. Je prends cet exemple très concret pour expliquer comment on essaie d'avancer. Il s'avère que, d'un point de vue idéologique, la gauche, on va dire radicale, ou la gauche syndicale, etc., va dire, le gouvernement Macron est un gouvernement qui est plutôt de droite d'un point de vue des politiques budgétaires, donc c'est notre adversaire, et il faut combattre sa politique. Mais là, concrètement, ce que revendiquait la Fédération des Maisons des Potes depuis des années, les classes de 15, voilà, de diviser par 2 le nombre d'enfants dans les classes de zone d'éducation prioritaire pour permettre un meilleur enseignement, mais en réalité sans expliquer qu'on fait plus pour les enfants des quartiers, mais en expliquant que simplement, comme on y envoie les enseignants qui coûtent moitié moins cher, en réalité en mettant 2 enseignants au lieu d'un, on va dépenser autant d'argent pour eux que pour les enfants des beaux quartiers qui ont des enseignants qui ont 30 ans d'expérience. Mais cette revendication qu'on a portée pendant très longtemps, qui était, on va dire, labellisée
comme étant vraiment une très bonne idée par Thomas Piketty et Mathieu Valdener dans un rapport qu'ils avaient fait en 2006 pour Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale. Quand on portait cette revendication, on n'avait personne à gauche qui nous critiquait cette revendication en disant que c'était une mauvaise idée. Aujourd'hui, c'est mis en œuvre par Macron qui a décidé que pour les CP-CE1 de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe. On va forcément considérer que là, ça il faut appuyer, il faut revendiquer, voilà, il faut revendiquer qu'on aille plus loin, mais il faut soutenir cette politique-là et il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui permet véritablement une meilleure qualité de l'enseignement pour les enfants, d'avoir ces classes qui sont divisées par 2. Ça, c'est quelque chose de concret sur lequel on a envie, nous, d'appuyer, donc d'aller dans les quartiers, rencontrer les enseignants, ceux qui portent les mêmes revendications dans les classes supérieures, parce que nous, ce qu'on revendique, c'est que ça s'applique même au lycée et au collège, bah oui, pas uniquement à l'école primaire. Dans les réseaux d'éducation prioritaire, dans tous les réseaux, quoi. Voilà. Et donc, on va voir ces enseignants, on va essayer de porter avec eux cette revendication en disant, mais puisque vous avez, entre guillemets, une porte d'entrée avec ce ministre de l'Éducation nationale qui dit oui, au moins oui pour l'expérimentation, alors saisissez cette occasion, appuyez sur cette revendication pour qu'elle aboutisse. Et d'amener à se rencontrer finalement des syndicats et un gouvernement qui a priori sont faits pour s'affronter, mais pour leur trouver des points de convergence en disant voilà, là-dessus on peut avancer ensemble, on peut faire progresser ce combat-là concrètement. Et il y en a plein comme ça qu'on peut faire progresser. Des fois, que ce soit donc en termes de moyens, on nous dit mais il n'y a pas de moyens. Oui, ça c'est souvent. On nous dit le problème c'est que ce que vous revendiquez, c'est impossible de le mettre en œuvre, il n'y a pas de moyens. Mais par contre, sur ce qui ne nécessite pas beaucoup de moyens, on peut quand même rapidement faire converger ceux qui revendiquent et puis ceux qui sont aux commandes. Par exemple, si on prend toujours dans le domaine de l'éducation, on pousse les jeunes qui sont dans les lycées prioritaires, enfin dans les lycées professionnels, pardon, on les pousse à faire de l'apprentissage et des filières en entreprise. Bon. On s'étonne pourquoi ça ne marche pas. Et là, ce n'est pas une histoire de moyens. C'est une parce qu'il y a plein de places qui ne sont pas occupées. L'économie elle a besoin de ces gens-là, les entreprises ont besoin de former cette génération-là. C'est une histoire de porte ouverte. Et on s'aperçoit que les portes sont fermées pour ces jeunes. Quand ils tapent à la porte d'une entreprise, la porte elle reste fermée. Bon. Comment faire pour ouvrir les portes ? Il faut mettre un peu d'huile là-dedans, il faut envoyer des gens, il faut aller forcer la porte des entreprises, il faut interpeller, il faut mobiliser ces entreprises en disant mais ouvrez la porte à ces jeunes-là. C'est des campagnes d'opinion aussi qu'il faut faire. Nous on a lancé une campagne là-dessus, c'est j'ai violemment envie d'apprendre un métier ou j'ai violemment envie de travailler. Vous reprochez à ces jeunes d'être violents, en réalité non, ils ont violemment envie d'entrer dans votre entreprise pour travailler, pour apprendre un métier. Ouvrez-leur la porte. Et là, c'est changer des mentalités. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'état d'esprit, de pousser les entreprises à ouvrir leurs portes. Parce que pourquoi je dis que c'est pas une histoire d'argent ? Ces jeunes à qui on n'ouvre pas la porte des entreprises, ils ne coûtent rien à l'entreprise. Tout à fait. Pendant 24 semaines, ils ne sont pas payés. Bon. Donc, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de volonté. On a des blocages dans notre société, on ne tend pas la main à ces populations, on ne tend pas la main au quartier. On n'arrête pas de se plaindre d'eux en disant ouais mais vraiment ils ont un sale comportement et puis ils font pas beaucoup d'efforts et puis ils font pas d'études et puis s'ils sont au chômage c'est bien de leur faute. Bon, sauf qu'il y a un moment donné où quand on cherche à apprendre son métier, il n'y a personne pour vous tendre la main. Et l'éducation nationale est fautive, mais la société est fautive. Les deux. L'éducation nationale va dire bon j'ai la responsabilité de leur trouver une lieu de stage, je ne leur trouve pas. Mais c'est parce que la société est fermée. Personne n'ouvre la porte à ces jeunes-là. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de mettre dans le débat public à chaque étape du Grand Paris de l'égalité. La question de l'école, de l'éducation est quelque chose qui vraiment mobilise majoritairement la population. On dit qu'on fait un débat sur comment ouvrir les entreprises pour les jeunes qui font des lycées professionnels, comment mieux réussir dans les zones d'éducation prioritaire. On sait qu'il y a un répondant de la population qui est prêt à se mobiliser là-dessus. Et puis après, à partir de cette disponibilité des gens à venir sur ces débats-là, on va porter d'autres revendications sur lesquelles peut-être les gens sont moins sensibilisés. On va porter la revendication du CV anonyme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi ses qualifications et qu'on veut postuler à un emploi, comment ça se fait qu'on est discriminé ? Pourquoi est-ce que votre CV va être écarté parce qu'on a des préjugés, vous êtes une femme, vous êtes un maghrébin, vous êtes un noir, vous êtes ci, vous êtes cela. Voilà, pauvre. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va vous écarter ?
quel est le raisonnement de cette personne-là, et il faut faire changer le raisonnement de la personne qui fait cette discrimination. Donc il faut qu'il ait des entretiens. Parce que tant qu'il n'a pas les gens en face de lui, il ne va pas changer de comportement. Donc il faut le CV anonyme pour arriver à avoir des entretiens. Et puis on va porter d'autres combats. On parlait du combat donc, des médecins étrangers qui sont moitié moins payés que leurs collègues français. Il y a par exemple le personnel de ménage des collectivités locales. Les femmes de ménage étrangères sont moitié moins payées que leurs collègues françaises parce qu'elles n'ont pas de progression de carrière. Elles restent vacataires avec le même niveau de salaire que quand elles sont rentrées il y a 30 ans. Donc elles n'ont pas la même caisse de retraite, elles n'ont pas le même niveau de progression de salaire. La même chose que pour les cheminots marocains, pour lesquels la SNCF a été condamnée à réparer 30, 40 ans de discrimination. Donc on va essayer d'amener les gens à parler avec nous de ces revendications, de les porter ensemble et de dire voilà, autour de vous, il y a des gens qui sont discriminés et qui encaissent cette discrimination parce qu'ils pensent que c'est une fatalité. Et toute leur vie, ils acceptent d'être moins payés que leurs collègues, en femmes de ménage, en médecins, en enseignants de l'éducation nationale, en cheminots. Oui, tout à fait. Alors qu'en réalité, il faut recourir à la justice pour faire cesser cette discrimination et pour la faire réparer. Donc on va amener les gens à ces combats-là. Et puis, jusqu'en haut, la question de la citoyenneté, du droit de vote. Voilà. Si on veut l'égalité dans le travail, il faut aussi l'égalité dans le vote. Ça, c'est un combat, une revendication de la fédération que tu as toujours porté, ça depuis toujours, c'est un vrai combat. Alors moi, juste parce que comme l'édition a touché à sa fin, donc là on est le 5 mars, c'est lundi 5 mars, demain ils seront où le Grand Paris de l'égalité? Parce que comment les gens peuvent accueillir, parlons-en, parce que c'est important que les gens qui nous regardent essayent d'accueillir, d'accompagner, d'être nombreux à ce Grand Paris de l'égalité, qui était un vrai Tour de France, un vrai engagement avec des vraies revendications, des vraies propositions. Moi je me souviens de la banque pour les stages aussi que vous avez eu en place, il y a un vrai travail. Et puis peut-être un mot aussi sur la Fédération des potes, parce que je crois que tous les ans le budget baisse, vous faites un travail phénoménal et moi je le constate tous les jours et on ne vous accompagne pas beaucoup non plus de ce côté-là. Je crois que là il y a un vrai problème, un espèce de bastonnage de l'éducation populaire en règle et donc on s'étonne qu'après il n'y a pas de cohésion, de lien social, mais il n'y a plus d'acteurs sur le terrain. Oui, alors le problème c'est justement d'avoir des moyens pour mettre en œuvre toutes nos dynamiques d'éducation populaire. Ça veut dire que il faut pouvoir avoir quelques salariés quand même, il faut pouvoir produire un magazine, il faut pouvoir gérer des sites internet et ça demande un peu d'argent, il faut pouvoir avoir des locaux, il faut pouvoir payer des transports, etc. Et pouvoir réunir des gens, il faut payer des salles et puis des hébergements. Donc ces moyens-là, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui indispensables pour mener ces actions. On ne peut pas être que dans le virtuel. Et pourtant, quand on cherche des financements publics, on nous dit oui mais bon, ça a l'air d'Internet, vous avez qu'à faire votre mouvement d'éducation populaire via Facebook, et puis c'est bon. Et donc les subventions de la part du ministère de la Jeunesse, par exemple, ont été supprimées pendant toute l'année 2017, du ministère de l'Intégration de l'Intérieur supprimé aussi, baissé de 50% du ministère de l'Éducation nationale pour 2017. Et les emplois aidés qui disparaissent de la part de la région Île-de-France intégralement, plus les emplois aidés au niveau national qui disparaissent. Donc forcément, nous derrière, c'est très très difficile de faire face. Donc on en appelle aussi à la générosité des gens, parce que si l'opinion publique est solidaire, on peut quand même réussir à réunir des moyens pour pouvoir faire ces actions, et puis on tire la sonnette d'alarme auprès des nouveaux députés macronistes et autres, en disant écoutez, vous avez supprimé la réserve parlementaire, soi-disant parce que c'était pas assez transparent, mais nous derrière, il y a beaucoup de maisons des potes qui étaient subventionnées par la réserve parlementaire qui vont couler à cause de ça. Vous avez supprimé les emplois aidés parce que c'est des emplois précaires, mais aidez-nous à avoir des financements pour avoir des emplois durables. Donc à chaque fois, il y a un problème de rapport de force aussi que l'opinion doit créer avec nous, pour que ceux qui sont aux commandes et qui dirigent l'argent qui ne leur appartient pas, l'argent à l'échelle d'un département, d'une préfecture ou de l'État, elle n'appartient pas à ceux qui sont au pouvoir. C'est de l'argent de nos impôts. Et il faut qu'à un moment donné, ils réalisent qu'ils n'ont pas le droit de considérer que cet argent, ils ont le droit de décider où est-ce qu'il va parce qu'ils ont été élus, point. Il y a aussi, à un moment donné, ils doivent rendre des comptes. Et puis la transparence de savoir qui récupère cet argent, c'est quand même quelque chose d'important, puisque c'est une grande revendication aujourd'hui, ou une grande promesse qui est portée. Pour tout ce qu'on va faire là pendant le Grand Paris de l'égalité, donc on est aux Ulysses lundi 5 mars et à Massy, le 6 mars à Grigny et à Ris-Orangis, le 7 mars à Évry et à Corbeil-Essonnes, le 8 mars à Aubervilliers, à La Courneuve, et on enchaîne comme ça jusqu'au 7 avril. Et à chaque fois, donc, on a d'un côté un rassemblement devant l'hôtel de ville à 13h et devant l'hôtel de ville de la deuxième ville à 17h pour permettre aux gens
qui veulent simplement manifester leur soutien aux revendications de l'égalité contre le sexisme et contre le racisme de venir. Et puis, il y a la réunion avec le centre social, dans le quartier, avec les habitants et les travailleurs sociaux, où on débat de nos revendications, et puis la rencontre avec les élus aussi, à qui on présente cette plateforme de revendications en espérant qu'ils vont s'engager à chaque étape à les mettre dans leur politique municipale et dans leur programme pour les futures élections municipales, parce qu'il y aura des élections dans 2 ans, et certains sont déjà en train de les préparer. On n'est pas du tout... on va dire, en dépression, en disant voilà que c'est fini, que à quoi bon mener ce combat, regardez, la gauche elle est complètement aux oubliettes, le Parti socialiste fait 7%, etc. Donc il faudrait attendre pendant 5 ans, le temps que les gens ils désespèrent de Macron pour que d'un seul coup il y ait une force à gauche qui émerge. Non, nous on est tout de suite, maintenant, dès qu'il faut aller réveiller les forces sociales, humanistes sur le terrain, créer des liens, créer de la solidarité, unir les antiracistes, parce qu'en face, il faut savoir qu'on a une extrême droite qui est extrêmement puissante, extrêmement menaçante, qui menace à la fois aux élections, mais qui pervertit la classe politique en influençant les idées de ceux qui sont au pouvoir et qui ne sont pas d'extrême droite. Si on prend l'exemple de la loi qui va être peut-être adoptée si elle n'est pas amendée au Sénat, etc., sur l'immigration, qui dit que maintenant, un sans-papier qui utilise les papiers de son cousin pour travailler afin d'être déclaré dans une entreprise, il sera passible de 5 ans de prison. Oui, c'est d'extrême droite, ça, tout à fait. C'est une idée d'extrême droite. Donc, il faut savoir que le rapport de force, il faut toujours le refaire, le régénérer, et il faut aller chercher les nouvelles générations. Dans notre équipe, que ce soit Sabrina, que ce soit Noara, que ce soit Karim, etc., dans notre équipe, il y a beaucoup de jeunes dynamiques. De jeunes dynamiques qui ont surtout une capacité à transmettre de l'énergie aux jeunes générations et qui interviennent dans les établissements scolaires pour faire émerger parmi ces lycéens ou ces étudiants ceux qui, comme en 1986, avaient déclaré que le combat pour l'égalité, ça allait être le combat de leur vie. Il faut faire naître cette aspiration à peser dans le débat politique dans la tête des jeunes, et donc aller intervenir dans ces établissements-là, leur donner envie de participer. Et ben, c'est aussi l'objet de ce Grand Paris d'égalité, parce que chaque jour, on fait une rencontre dans un lycée avec des lycéens. Chaque jour, on va à la rencontre des lycéens pour dire qu'est-ce que c'est le combat pour contre le racisme, contre le sexisme, comment on peut participer à ce combat quand on est jeune aujourd'hui, quelles sont les grandes figures historiques qui ont mené ce combat, et aussi, et surtout, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde. Parce que la caractéristique de la Fédération des Maisons des Potes et des universités qu'on fait chaque automne, c'est de réunir des forces antiracistes de 16 pays d'Europe. Oui, tout à fait. Et on veut aller vers une espèce de forum social mondial avec des forces de défense des droits de l'homme dans le Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne. On veut faire venir ces forces-là. Donc on dit à ces jeunes qu'on va voir dans le Grand Paris de l'égalité, quand vous rejoignez ce mouvement, vous rejoignez un mouvement mondial, international, de gens qui se lèvent en disant « je veux que demain, ce soit plus juste, qu'il y ait moins de racisme, qu'il y ait moins d'inégalité, moins de discrimination. » Et si vous avez envie de participer à ce combat à l'échelle mondiale, eh bien vous pouvez prendre votre place. Parce que n'importe quel jeune aujourd'hui peut participer à ça. Aller faire un échange avec une association en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, au Ghana, en Hongrie. Et avec toutes ces forces-là qu'on a dans d'autres pays du monde, on trouve de l'énergie. Parce que des fois, on démoralise un peu ici. Et alors qu'il y a tellement de gens qui mènent des combats ailleurs, que de se rapprocher d'eux, c'est prendre de leur énergie aussi. Alors Sam, merci, on a un peu débordé beaucoup, parce que je suis passionné, vous avez vu, 30 ans de combat antiraciste et toujours aussi passionné et militant, Sam, en tous les cas, merci. Donc les gens qui veulent aider la Fédération des Potes, les entrepreneurs ou les gens qui nous regardent, les amis, peuvent le faire. Donc Fédération Nationale des Maisons des Potes, vous retrouverez sur Internet et vous pouvez leur envoyer un don, et c'est déductible des impôts en plus, donc ça tombe bien, 60% donc de déduction. Donc n'hésitez pas à les aider, parce que vraiment sur ce Grand Paris de l'égalité, c'est vraiment un gros travail qu'ils font. Leurs universités, c'est vraiment très ouvert, vraiment très démocratique, des débats et tout ça. Donc, en tous les cas, n'hésitez pas.
Samuel, merci. J'ai juste encore quelque chose à donner comme rendez-vous. Le 14 mars, soyez attentifs. On espère faire condamner Robert Ménard qui a dit qu'il y avait trop de musulmans dans les écoles de Béziers. La décision sera rendue le 14 mars prochain par la Cour d'appel de Paris. C'est un combat essentiel, le combat judiciaire aussi, pour faire sanctionner les auteurs des incitations à la haine raciste comme lui. Voilà, alors rendez-vous le 14 mars, on en parlera. Donc Sam, merci, bonsoir. Merci. Donc nous, on se retrouve vendredi, puisque c'est vrai que le vendredi donc à 20h avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité, bonsoir et bonne soirée. À bientôt.